Désirer la sérénité, ce n'est pas seulement éprouver la nature dynamique de la vitalité. Effectivement, le désir est signe de vie. Mais aussi faire l'expérience de la privation et de l'insuffisance. Le moi s'organise et se sédimente donc sur son intérêt exclusif, ce qui le place encore une fois en porte-à-faux avec l'expérience de la réalité, où s'observe une solidarité organique et une interdépendance de tous les êtres. Cet attachement à soi, qui est une pure construction mentale, le plonge donc dans une inquiétude perpétuelle. Et dans son illusion de substantialité et d'indépendance, le moi est travaillé par le manque, évidemment en guerre constante, en vue de jouissance et d'une identité dont le projet est sans cesse à renouveler. Pour cela, il tente d'organiser sa survie dans la considération anxieuse de l'avenir. L'inquiétude est donc le présent du moi qui ne parvient pas à se vivre et à s'éprouver dans le présent. Et je crois que c'est cela, le hiatus structurel du moi. Pourtant, certains philosophes d'Occident ont affirmé l'absence de substantialité du moi. David Hume, par exemple, pour lequel le moi n'est qu'un faisceau de relations, une collection de perceptions, de souvenirs, de sensations, emportées dans un flux perpétuel. Proche en cela de la doctrine bouddhique du non-moi, l'anatman, cette analyse devrait nous conduire à penser que le moi n'est ni une personne, ni une substance. Il est agrégat, composition. Et je dirais, c'est un peu plus difficile, que le principe de liaison de l'agrégat n'est justement pas un moi. Donc ceci indique que le sentiment du moi, je suis, ne correspond à aucune expérience véritable. Je vais citer Hume. Voilà ce qu'il dit. « J'ose affirmer des hommes qu'ils ne sont rien d'autre qu'un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes les autres avec une inconcevable rapidité et qui sont dans un perpétuel flux et mouvement. Point. Donc, ni unité, ni substantialité, ni permanence. Allons donc au paradoxe. Tant que je suis dans le moi, je suis dans une illusion, et je suis loin de moi. Donc, tant que je suis dans le moi, il n'y a pas de sérénité. Reste la question, si l'on ne peut attendre du moi qu'il se dissolve de lui-même ou comprenne sa nature propre, comment et sur quoi fonder la puissance d'en sortir ? Alors, qui cherche à dormir, évidemment, ne trouve pas le sommeil. Et comme disait le philosophe Alan Watts, quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez, et quand vous essayez de couler, vous flottez. Ces paradoxes expriment ce qu'on appelle la loi de l'effort inverse ou inversé, en vertu de laquelle, dans la plupart des circonstances fâcheuses de notre existence, nous avons évidemment tendance à faire exactement le contraire de ce que nous devrions. Déduisons de là que la recherche d'un état en réalise au sens de rendre réel l'absence et en intensifie la privation. Si donc la recherche de la sérénité est anxieuse, il est possible que nous ne soyons séparés d'elle que par sa recherche. Mais si évidemment cette recherche est sereine, nous avons par hypothèse nul besoin de chercher quoi que ce soit. J'ai donc bien plus de chances d'être serein en ne cherchant pas à l'être. Mais il faut reconnaître que la rationalité occidentale est obsédée par la maîtrise, alors que la loi de l'effort inverse recommanderait évidemment la déprise, une sorte de lâcher-prise, que nous autres occidentaux éprouvons invariablement comme une perte de souveraineté. En vertu de cette loi, toute guerre contre le moi tendra inévitablement à le renforcer, mais le maintien du moi ou dans le moi condamnera à l'insatisfaction. Les deux voies sont identiques en dépit de leur apparence contraire. La voie de la sérénité n'est donc pas celle d'un désir ou d'une recherche, ni d'ailleurs d'un quelconque projet philosophique, ce qui est assez scandaleux pour la plupart des philosophes. Elle est donc dans l'abandon radical de soi-même et du moi et dans l'extinction de ses revendications infinies. Mais comment réaliser cet abandon si j'en perds la possibilité simplement en le désirant ? S'il faut donc abandonner la lutte, cela signifie-t-il pour autant qu'il faille vivre selon la fortune ? Évidemment non. Il convient de pratiquer, c'est très facile à dire évidemment, il convient de pratiquer une pensée qui neutralise les dualismes en comprenant la nature conventionnelle et historiquement signifiée, donc une pensée assimilation-réalisation non dualisante et non pas conceptuelle, une pensée sur les représentations et les constructions mentales, mais qui ne serait pas elle-même une sorte de contre-représentation. C'est en ce sens que ce travail de désobstruction
qui est peut-être l'une des définitions de la philosophie, demande la coopération de l'affectivité, qui est non pas un plan inférieur de notre existence, comme le pensent la plupart des philosophes, mais une véritable puissance de conscientisation. Autrement dit, il faudrait que cette pensée agissante ne soit pas représentation. Or, la représentation de la non-dualité est dualiste. Et il ne semble pas donc que l'on puisse sortir de la représentation. C'est la raison pour laquelle ce travail de désobstruction doit permettre de dégager un mode de conscience fondamentale qui précède la scission conscience-objet de conscience ou sujet-objet. Je me référais à l'historien des religions, Mircea Eliade, qui écrit ceci, je cite, « La philosophie, c'est dans son texte sur le yoga, la philosophie européenne ne pourra pas indéfiniment passer à côté d'une des plus grandes découvertes de l'Inde, celle de la conscience témoin, de la conscience dégagée de ses structures psychophysiologiques et de leur conditionnement temporel. Point. C'est-à-dire une conscience sans ego, qui n'est pas affectée par les événements du monde. J'ai un exemple un peu compliqué, mais que je livre à votre réflexion. La conscience d'être ivre, je prends un exemple assez commun, la conscience d'être ivre n'est pas elle-même une conscience ivre. Par conséquent, le je ou le moi sont des objets possibles d'une conscience fondamentale, suprapersonnelle, et contrairement à ce qu'en dit la phénoménologie, elle peut être aussi sans objet. L'expérience de la méditation, de la contemplation ou de l'amour, par exemple, nous révèle la possibilité d'une conscience sans je. Mais cette conscience ne peut se dévoiler que par la pratique d'une appartenance et d'une identité au tout, car aucune identité véritable ne renvoie ontologiquement, dans son être, à une individualité, celle-ci n'étant qu'une construction provisoire, de la même manière qu'il est impossible d'attribuer à la vague une existence indépendante de l'océan. Tout le travail est donc de restaurer en nous le sens de cette réalité ultime,